Dans un grand groupe, tout le monde a un rôle bien défini et chacun se spécialise sur son périmètre. Mais dans une ETI, ce n'est pas aussi facile. Il y a plus de choses à faire que de gens pour les faire. Les DSI jonglent donc entre la gestion du parc, les sujets de cybersécurité, d'éco-conception, tout en assurant la disponibilité de leurs applications. Heureusement, ces DSI ont un lieu de rencontre et de partage. Mais alors, que se dit-il dans les couloirs de Ready for It ? Les ETI peuvent-elles encore rester éloignées des grands groupes ? Et surtout, j'ai pas la suite. Et surtout, comment est-ce que tout ça peut bien fonctionner ? Pour répondre à ces questions variées, je ne reçois pas l'Orchestre Symphonique de Paris, mais elles s'y connaissent en Vous avez l'idée. Marie et Maria, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Marie, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les quelques personnes qui ne vous connaîtraient peut-être pas ? Je ne suis pas chef d'orchestre. Je suis la directrice des assises et de Ready for It. Très bien. Et Marie ? Et moi, je suis Maria Daoud et je suis responsable du numérique responsable au sein du groupe Vinci. Je suis à la DSI Group de Vinci. D'accord. On se voit pour faire un peu un bilan de Ready for It qui s'est tenu il y a quelques semaines à Monaco où j'étais. C'était un super événement comme chaque année. C'est quoi un petit peu le feedback, Maria, que tu aurais les enseignements que tu aurais sur ce moment? Le besoin de partage des DSI, des ETI, le besoin de vraiment sortir de l'isolement pour trouver les solutions parce que la coupe est pleine, les complexités sont là. Il y a des complexités qui sont technologiques, certes, de par l'accélération des nouvelles technologies d'un côté, mais il y a aussi la pression économique qui monte aussi parce que à un ou à une DSI, on demande de plus en plus d'être au taquet de tout ce qui est vraiment prouver la stabilité et la solidité financière de son DSI. Un système d'information fait partie maintenant d'un plan business d'entreprise qui est démontré, qui est présenté aux actionnaires, aux investisseurs. Donc il y a des enjeux économiques. La posture de ce DSI va devoir changer, est en train de changer parce qu'on lui demande plus d'être un business manager qui sait faire rapporter des gains à l'entreprise, qui participe à la productivité de l'entreprise, qui n'est pas juste comme un service. Hein. Et donc, tout ça fait que la coupe est pleine et il faut partager. Et pour avancer quand la coupe est pleine, il faut se réunir pour trouver ensemble les solutions. D'autant qu'il y a on va dire un peu une nouvelle complexité qui arrive, c'est que pendant longtemps, un des sujets du DSI, c'était réussir à avoir suffisamment d'argent pour avoir un système suffisamment sécurisé, qui tourne bien et compagnie. Mais maintenant, on demande en plus d'économiser de l'argent pour économiser les ressources, pour dépenser moins et pour moins impacter les écosystèmes. Toi, Marie, c'est quoi tes enseignements de cette édition de Ready for It ? Alors, juste avant de répondre à tes questions, je ne le vois pas comme une complexité, mais comme une opportunité, plutôt une ouverture pour... et moi, ce que j'ai noté dans cet événement, c'est le besoin de créer des ponts aussi entre tous les métiers de la DSI, parce qu'on nous demande tous d'être de plus en plus performants. Et de cet événement, on a vu qu'il y a des ponts qui peuvent être créés justement entre la DSI, la cybersécurité en particulier, le numérique responsable, les achats IT, voilà, plein de sujets. Et je pense que le mot d'ordre, c'est partager en créant des ponts. C'est si je complète un peu ce que disait Maria. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, ce besoin exprimé par les porteurs de projets de différents métiers de la DSI. Et sur tous ces sujets, est-ce que les ETI ou même les PME, donc les entreprises de taille intermédiaire, peuvent encore rester isolées, entre guillemets, dans leur coin ? On parlait effectivement des assises.
les grands groupes ont besoin en fait de s'impliquer aussi auprès de tous ces acteurs. Ben, la preuve, c'est que c'est par la maturité des grands groupes que l'avancement des ETI, des moyennes entreprises, va se faire. Et il y a une responsabilité commune, un devoir de partage, justement, parce que de toute façon, on se l'est déjà dit, il est impossible d'un silo aujourd'hui. Donc, les grands groupes ne peuvent pas et ils font l'effort de partage parce qu'il y a aussi un risque qui va venir par les petites portes, par les portes des prestataires, par rapport à tout ce réseau qu'il faut couvrir. Donc, il y a un besoin, une vraie nécessité et il faut jouer le jeu. Et ils le jouent. D'ailleurs. Alors d'ailleurs, est-ce que sur les sujets de cybersécurité, on se dit qu'effectivement, un grand groupe, comme notamment Vinci, où tu es Marie, a peut-être beaucoup de choses à apprendre à des ETI ou des entreprises de plus petite taille. Est-ce qu'à l'inverse, sur des sujets d'éco-conception, c'est plus difficile pour un grand groupe comme Vinci, qui a peut-être plus de choses à changer en termes de volume, que pour une ETI qui forcément a peut-être un peu plus d'agilité dans le changement ? De mon point de vue, le numérique responsable de manière générale et l'éco-conception en particulier, je pense qu'on avance tous dans la même direction avec les mêmes contraintes. Il n'y a pas forcément de difficultés parce que c'est un sujet où on ne va pas on va pas enlever un existant pour... et déjà c'est un facilitateur parce qu'on part d'une feuille blanche et c'est beaucoup plus facile de commencer et je le sais parce que je suis passée par là et je pense qu'on est sur les mêmes niveaux de difficulté. J'échange beaucoup avec des startups, des ETI et des grands groupes aussi sur le sujet. On a les mêmes difficultés et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que on a les mêmes difficultés même si on n'est pas toujours sur les mêmes sujets. Là où nous on va aller peut-être sur des sujets d'achat responsable, sur des sujets d'accessibilité. Quand les startups vont sur des sujets d'éco-conception, eh ben, on va aussi profiter de leur savoir sur ce sujet-là parce que c'est des entreprises techno, etc. Et donc on apprend. Enfin, c'est un apprentissage qui se fait dans les deux sens. C'est un partage. Enfin, comme tu l'as dit, Maria, qui est très intéressant. Le numérique responsable, c'est très large. Chacun avance sur le sujet qui le concerne. Moi personnellement, on a très peu de développement, donc on n'avance pas beaucoup sur l'éco-conception, mais c'est parce que le besoin n'est pas là. Mais on prend des choses prêtes à l'emploi, limite, on adapte un petit peu et qu'on le met sous le coude parce qu'il y a une ETI avec qui on a échangé, ou une start-up, et du coup, on prend aussi les livrables. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas de concurrence sur ce sujet. C'est un sujet... ouvert à tout le monde. Il y a vraiment... Là, c'est un vrai esprit de partage. Parce qu'on n'est pas sur des sujets métiers, on est sur des sujets transverses. Et au contraire, généralement, quand on est sur ce type de sujet, c'est qu'on est convaincu par l'utilité du partage, le bien commun, etc. Donc oui, ça permet d'avancer les choses et chacun prend des sujets qui le concernent. Alors, pas de concurrence, mais en même temps, ça reste aussi un avantage concurrentiel. Il y a quand même un argument marketing souvent qui est utilisé, donc j'imagine qu'il y a quand même aussi un peu une envie. Alors ça fait un cercle vertueux, mais on a envie de faire mieux que son voisin, donc c'est ça qui crée un peu la compétition. Ouais. Oui. Tant qu'elle va vers le haut. Exactement. C'est ça le point. C'est qu'il faut que ça passe pour aller vers le haut. C'est positif, oui. C'est une compétition saine, si on veut. Oui. Et que ça ne soit pas utilisé juste pour de la communication. Oui. Il y a quand même un retour, un besoin de valeur, d'ADN ressenti. Quand un groupe le fait uniquement pour un partage d'images, ça se sent. Ça se sait, ça se sent, ça finit par se voir. Exactement. Et puis ça ne dure pas longtemps, en plus en général, c'est beaucoup moins pérenne. Voilà. Suite à cette itération de Ready for It, comment est-ce que tu perçois, toi Maria, la maturité de ces ETI sur des sujets de cybersécurité ou même sur des sujets d'éco-conception ? La maturité, c'est le vrai enjeu de Ready for It, des participants de Ready for It. Notre but, pourquoi on pousse autant certains sujets, certaines thématiques, la maturité est vraiment là où il y a eu besoin. Moi, je vois d'édition des vraies avancées d'une édition à l'autre. Il y a un an qui se passe et je vois les postures différentes de nos participants. Je le vois dans la manière, les besoins qui sont exprimés. Tout le long de l'année, je suis la communauté grâce
au comité de pilotage dont Marie fait partie, et donc je sens cette montée en puissance. Or, maturité surtout sur les sujets de cybersécurité qui approchent. Or, le problème, c'est que le contexte se complexifie de plus en plus. La géopolitique n'aide pas. Et du coup, voilà, c'est un peu, il faut le dire, hein, c'est comme si on était dans une course. Et on l'a jamais gagnée, hein, cette course. On ne sait pas quand est-ce qu'on va finir par la gagner. Peut-être qu'on la finira, ça sera toujours une constante et que c'est plutôt des exercices. On lui dire que c'est un grand marathon, c'est un état d'esprit. Donc, comment faire en sorte de ne pas s'épuiser dans cette besoin de faire toujours de plus en plus et d'être cette maturité justement. Est-ce que c'est faire beaucoup ou faire différemment? En tout cas, je vois la posture de nos participants évoluer d'une année à l'autre. Je vois les thématiques évoluer d'une année à l'autre. J'ai vu beaucoup plus de besoin d'apprentissage sur les réglementations Ready for It par rapport au passé. J'ai vu plus de besoin de comprendre comment travailler avec des outils IA portés par les métiers, par la vente, par le marketing, sans avoir à les subir. Donc, un besoin de pouvoir plus être porteur de certains projets, pas juste subir, parce que il y a beaucoup de menaces dans des nouvelles technologies. Il y a beaucoup de menaces derrière qui peuvent arriver. Donc, comment ne pas être en mode je subis ça et pourtant je peux pas faire avec parce que c'est certes, hein, peut pas passer. Donc voilà, c'est ça les grands enseignements. Et sur cet aspect de maturité, j'ose espérer effectivement que les DSI sont de plus en plus au fait des sujets de cybersécurité ou des sujets d'éco-conception. Mais est-ce que la direction globale, est-ce que les comités de direction, est-ce que les directeurs généraux et directrices générales sont eux aussi suffisamment matures sur ces sujets et du coup vont mettre suffisamment de moyens sur la table pour que ces sujets soient pris en compte? C'est complexe comme question. C'est que d'un côté, moi, mon constat est qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui un dirigeant est insensible, comme ça pouvait être le cas il y a 10 ans, à des sujets de cybersécurité. Ça n'existe plus, même dans les ATI, même dans les PME. La conscience est globale. Il y a des enjeux aussi économiques importants, énormes. Donc, je pense que la conscience est là. Donc, l'alerte est liée, mais ça ne veut pas dire qu'être alerté, être à fond sur le sujet, ça ne veut pas dire qu'il y a une capacité de dégainer des budgets en conséquence, parce que ça reste quand même, le budget est ce qu'il est. Donc, la complexité du DSI d'une ETI est justement celle de savoir qu'il y a un enjeu économique important, mais il faut rentrer dans certaines enveloppes budgétaires. Et il y a un travail d'adaptation qui doit être fait par la communauté des offreurs de solutions. Quand on s'adresse à un DSI d'une ETI, on ne peut pas avoir le même format business model, posture et offre comme s'il s'agissait d'un groupe du CAC 40. C'est impossible. Le DSI ne peut pas suivre, que ce soit en termes de budget, mais aussi que ce soit en termes d'offres, de typologie d'offres, parce que c'est pas seulement le budget qui n'est pas au rendez-vous chez un DSI d'une ETI, mais c'est aussi toute la capacité derrière de dégainer en termes de talent. C'est des petites équipes. Dans les ETI, il y a rarement un RSSI. Ça se fait de plus en plus, heureusement, mais il y a rarement une seule personne, un seul poste consacré à cette donc, tu vois le besoin de s'adapter. C'est plutôt les service managers qui doivent être développés pour eux. Et donc, il y a tout un travail d'adaptation qui doit être fait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un décalage, on va dire, entre le niveau de complexité qu'il est nécessaire d'avoir pour se défendre de manière efficace face à toutes les cybermenaces qu'il peut y avoir, versus les capacités réelles de protection que peut déployer une ETI? Pour le coup, côté offreur, il y a une très grande capacité de savoir maîtriser la complexité de la menace. C'est le job. Le job des offreurs de solutions, c'est justement maîtriser cette partie. Je pense pas que ça soit là vraiment la faille un petit peu à rechercher. C'est plutôt comment la déployer, en fait. C'est ça, c'est là derrière. Il faut s'adapter. Un DSI
quand même, il a tout ce besoin complexe de trouver le bon moyen pour la déployer derrière. C'est là où il n'y a pas l'évidence. Et en parallèle, il y a quelque chose qui complexifie son job, c'est que très souvent, un DSI d'une ETI, il se retrouve avec un amalgame DSI parce qu'il s'agit de regroupement des PME ou de rachat, et donc il y a une harmonisation nécessaire de cet DSI hétérogène qu'il va falloir recoller pour le défendre. Donc il y a encore ça, un rajout de complexité. Donc je pense pas que ce soit au niveau des compétences plutôt techniques derrière, mais c'est plutôt le terrain est très complexe. Ah, je vois. Et toi, Marie, sur ces sujets de numérique responsable, tu perçois aussi cette même évolution de la maturité des DSI, mais aussi des organisations, des directions? Oui, tout à fait. Alors moi, je le dis toujours, le numérique responsable, c'est le petit frère de la cybersécurité. Donc on arrive avec... il y a 10 ans d'écart, on va dire, en moyenne. Et je trouve qu'on suit la même courbe que la cybersécurité, c'est-à-dire qu'on découvre, on dit mais c'est quoi ce truc encore qu'on va nous imposer, de quoi on parle, et on dit ah tiens, c'est un sujet. Et donc on monte en maturité, et je trouve qu'on suit vraiment, pour le coup, la même évolution, avec interrogation, curiosité, j'essaye de comprendre, je comprends pourquoi le sujet est important, je commence à le déployer. Il y a des portes qu'il faut ouvrir, il y a des discussions, il y a des parties prenantes qu'il faut chercher, et puis il y a cette complexité, parce que je déploie à quel niveau, pour qui, qu'est-ce que je déploie, et encore je trouve que comme c'est nouveau, mais encore une fois la cyber c'était pareil, est-ce que ma compréhension est juste? Est-ce que je perçois bien le risque? Parce qu'il y a aussi un risque environnemental de la technologie. Est-ce que je calcule bien mon risque? Est-ce que je sais aujourd'hui l'estimer? Et parce que c'est en se basant sur ces estimations qu'on va déployer pas mal de choses. Et donc là aussi, dans le déploiement, on se pose beaucoup de questions. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas réponse à tout. Mais on tente. J'aime beaucoup cette image du petit frère de la cybersécurité. Je ne sais pas si Marie tu l'as entendu aussi. Je prends. Est-ce que, pour reprendre l'analogie de cette fratrie, est-ce que, à l'image du second enfant dans une fratrie, est-ce que le deuxième enfant grandit un peu plus vite que le premier parce qu'il bénéficie aussi de tout ce qui a été entre guillemets testé par les parents sur le premier? Alors moi je le sens clairement. Moi j'arrive à la DSI Group avec un programme cybersécurité qui était mis en place des années avant. Donc j'arrive, je dis bon, vous avez fait quoi en cybersécurité? Clairement, on a fait ça. Et donc j'ai toute la roadmap des 3 premières années. On va pas réinventer la roue, on va changer ça par ça, et voilà, on va dérouler le même process, et ça marche très bien. Ça marche très bien. Et il faut savoir copier là où il faut reprendre. Et je trouve que on réutilise ce process-là, et c'est génial. Donc oui, on va plus vite. Mais parce que du coup, il y a déjà une éducation au numérique qui a été faite. Oui, sur le numérique responsable. Donc, ça a commencé par la sensibilisation, beaucoup de sensibilisation. Donc, je fais pareil, beaucoup de sensibilisation. Calcul de risque. Donc, c'est risque cybersécurité. De mon côté, c'est de l'estimation de l'empreinte carbone. Et d'ailleurs, pas que le carbone, d'autres indicateurs. Et après, qu'est-ce qu'on fait pour réduire cette empreinte? Et voilà, là on aura notre feuille de route qui est en rapport avec le sujet numérique responsable, mais on a repris le même chemin. Et comme ils se sont pas plantés, donc il n'y a pas de raison qu'on se plante. Est-ce que ce sont 2 sujets qui ont vocation à... Aujourd'hui je comprends qu'il y a une filiation entre les deux, mais est-ce que ces 2 sujets qui ont vocation à cohabiter ensemble l'un avec l'autre? C'est comme 2 frères, il y a des moments d'entente et des moments de désaccord. Mais oui, il y a beaucoup de sujets communs, des sujets sur lesquels on peut travailler ensemble, où l'intérêt des 2 converge bien, donc on travaille bien ensemble. Oui, parce que, Maria, je ne sais pas toi comment tu le vois, mais on a aujourd'hui, il y a encore peut-être quelques décennies, on va dire 20 ans pour être généreux, on avait un responsable informatique dans une entreprise qui avait le rôle, c'est ce que je disais en intro, il gérait le parc informatique, il gérait la sécurité, il gérait un peu tout.
Aujourd'hui, on a des entreprises avec vraiment une personne dédiée à la cybersécurité. Tu me corrigeras, Marie, mais je crois que les personnes dédiées au numérique responsable, c'est pas encore présent dans toutes les entreprises. Malheureusement, pas tout de suite. Est-ce que tu vois, il n'y a pas un moment où, pareil, en fait, il va y avoir un nouveau rôle? Bien évidemment, ce sont des gens qui vont travailler ensemble, mais tu vois, ça va être un rôle séparé. Tu vois, est-ce qu'aujourd'hui, clairement, le fameux RSSI, le fameux mot que, au-delà de la cyber, les gens ne comprennent pas ce que c'est, bien évidemment. C'est parce que, effectivement, en dehors de la cyber, on ne connaît pas ce que ça veut dire, mais dans la cybersécurité ou en informatique, tout le monde sait que c'est un RSSI. C'est des postes qui se sont créés il y a une vingtaine d'années, qui ont commencé, et c'est exactement le poste qu'on attend, qui va venir par le travail, par tout ce que fait Marie. Il y a aussi, il faut dire aussi, enfin, tout s'adapte. C'est comme en ETI, il n'y a pas encore un RSSI tout seul, d'accord? Dans tout ce qui est secteur industriel, on attend, on voit l'émergence de responsables de la cybersécurité au sein des usines. Donc, les évolutions des métiers, c'est fascinant parce que c'est notre société qui change et qui évolue dans toutes ses formes. Celle dans le domaine du numérique responsable, elle est vraiment allouée de plus en plus parce que c'est vraiment ce dont on a besoin pour s'armer. Mais du coup, cette comment dire, pas coïncidence, mais cette présence de ces deux sujets sur Ready for It, la sécurité et l'éco-conception, est-ce que c'est dû au fait que dans les ETI, on a au final un DSI qui aujourd'hui a encore énormément de casquettes? Notre job sur Ready for It, comme sur les assises en général, mais sur Ready for It, c'est celui de... On adresse une communauté. Donc, quand on l'adresse selon les besoins exprimés par cette communauté. Donc, tout le long de l'année, on prend un panel, justement, le fameux comité éditorial, une douzaine de membres experts et qui font partie de cette communauté, qui nous disent « j'ai besoin de ça ». C'est vraiment la liste des courses. Et si on a adressé avec autant de force ce sujet, c'est parce que c'est un sujet clé pour le fameux ou la fameuse DSI qu'on prend un exemple. Comme je disais tout à l'heure, il doit prouver aux actionnaires, aux investisseurs, aux COMEX, la stabilité, on l'a dit, la sécurité, mais aussi le green de son SI. Donc, il y a toute une... À partir du moment où c'est dans sa feuille de route, nous, on se doit d'adresser ce sujet. Comme on parle aussi des sujets réglementaires dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Le gain en maturité qu'on évoquait sur tous les sujets de cybersécurité, ils ont évolué quand même très doucement. On a eu le temps de s'y faire, de s'adapter aux technologies et compagnie. On voit aujourd'hui des législations comme NIS2 et DORA arriver qui obligent les organisations à prendre ces sujets-là en compte et à se structurer autour de ça. Sur les sujets de numérique responsable, l'urgence de la situation est quand même beaucoup plus importante. On commence à avoir de plus en plus aussi d'indicateurs qui sont demandés aux entreprises de suivre ces choses-là. Ne serait-ce parce qu'il y a les accords de Paris. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont... on a plein de programmes qui sont diffusés en ce moment, enfin certains en tout cas, qui prennent ces sujets-là en ligne de compte. Est-ce que là, on a une urgence de situation qui fait que le gain en maturité va s'accélérer, ou est-ce qu'on peut réussir à tenir cette urgence-là? Je pense que la réglementation pousse un peu le sujet. Donc, il y a une accélération grâce à la réglementation. C'est triste d'en mais ça passe comme ça. Donc, il y a par exemple la loi RIN qui est sortie sur le numérique responsable. Et en fait, depuis la sortie de la loi oblige les organisations à former sur le numérique responsable, entre autres. Et depuis la sortie de cette loi, on a constaté qu'il y a beaucoup d'écoles qui lancent des demandes d'accréditation pour des formations numériques responsables. À ce jour, il n'y a pas de diplôme numérique responsable, mais avec la sortie de cette loi, ça va venir. Donc, il y a des choses qui... Parce qu'il y a des métiers qui se feront de plus en plus, donc il va falloir former les écoles avec le sens du gain et du ROI sans s'enfoncer. Mais c'est logique. Et tant mieux.
Oui, Et tant mieux. Et donc voilà, les écoles sont obligées maintenant de former leurs étudiants à cette nouvelle discipline qu'est le numérique responsable. Il y a d'autres lois sur l'éco-conception notamment. Donc, alors c'est pas des lois, mais c'est plutôt des réglementations générales sur l'éco-conception des services numériques. Il y a des lois alors sur l'autre volet du service numérique, du numérique responsable, qui est le volet social avec la directive européenne sur l'accessibilité numérique, c'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect carbone, on va s'assurer que notre technologie est accessible, donc que la technologie n'est pas un facteur d'exclusion sociale. Et ça, c'est aussi important. Donc, ça va... alors, dans la maturité dans le numérique responsable, il y a l'environnement qui est plus mature que le social. Mais bon, ils se suivent. Mais voilà, c'est des sujets aussi qui arrivent. La directive européenne, elle arrive en juin 2025, donc forcément, il y aura une accélération à ce niveau-là aussi. Ça va être obligé. Oui. C'est des bilans qu'on va être obligé de présenter, de faire. Donc, Et puis, il y a la CSRD aussi, qui oblige maintenant les entreprises à faire du reporting extra-financier. C'est-à-dire qu'on ne fait plus uniquement ce qu'on fait, mais là, c'est beaucoup plus cadré, avec plus de critères, avec plus de choses de compte à rendre, on va dire. Donc oui, la réglementation, elle avance dans le bras. Moi, je suis ravie. Mais c'est vrai que c'est assez fou, parce que Nice 2 sort en octobre, rentre en vigueur en octobre 2024. La semaine après les assises. Nice 1, c'était 2020, je crois, de souvenir, quelque chose dans ces eaux-là. Et donc, tu vois, le temps qu'on a mis à avoir des régulations autour de la cybersécurité a été quand même extrêmement long. Et en fait, pour reprendre ton analogie de la fratrie, on voit que l'enfant numéro 2 peut sortir beaucoup plus tard, bien avant ce que l'enfant numéro 1 a eu le droit. Il y a une vraie accélération en fait dans la prise en compte de ces sujets, ce qui est effectivement une bonne chose. J'ai ma question qui vient de partir. Ah oui, sur la cohésion entre ces deux sujets, on a d'un côté en cybersécurité, on a par la nécessité d'avoir quand même des équipements qui sont à jour, qui sont modernes, qui puissent résister du coup au dernier type d'attaque. Là où dans l'éco-conception, on va plutôt chercher à avoir des équipements qui durent 5 ans, 10 ans, 15 ans, le plus longtemps possible, ce qui peut du coup rentrer un petit peu en contradiction. Est-ce que c'est le moment où ces deux frères peuvent se chamailler du coup au final ? Ils ont trouvé un juste milieu, parce que allonger la durée de vie, il y a une durée de vie théorique que nous imposent les producteurs, et c'est dans leur intérêt de renouveler, ça commence à changer, de renouveler les équipements de plus en plus. Nous, au sein du groupe, on a une directive pour allonger de 2 ans par rapport à la moyenne nos équipements. Ça n'a pas été fait sans la collaboration de la cybersécurité, parce qu'il faut s'assurer qu'il y a un support sur les équipements. Il y a des mises à jour qui vont être encore disponibles. On a aujourd'hui la chance de savoir en amont, il reste combien de mises à jour disponibles en support sur des équipements. Et du coup, on a trouvé un juste milieu en disant, si on rajoute 2 ans, le support sera garanti, et donc il n'y aura pas de souci. On pourra toujours faire des mises à jour en allongeant la durée de vie. On ne peut pas aller jusqu'à l'infini, mais on essaye de trouver un juste milieu, un compromis entre eux, et c'est comme ça qu'on a avancé sur ce sujet. Et il y a une vraie bonne volonté, moi je dirais, parce qu'en observant la communauté sur les assises, nous traitons cette thématique. Alors qu'aux assises, c'est uniquement une population de RSSI. Donc, c'est vraiment la grande messe de la cybersécurité. Et pourtant, notre comité nous porte le besoin de faire du contenu, des moments d'échange autour de cette problématique. Et on veut dégommer, c'était l'année dernière aux assises, dégommer cette idée que, en faisant cybersécurité, on peut pas rentrer. Au contraire, il y a vraiment des questions à se poser et voir comment avancer. On était déjà en partenariat avec Ready for It l'année dernière. Il y avait déjà cette dualité de sujets, sécurité et numérique responsable. Et je pense que c'était le cas aussi peut-être l'année d'avant et l'année d'encore avant sur Ready for It. Je te laisserai, Maria, dire ou non.
Ça a augmenté. Moi, je dirais, j'ai vu la proportion des choses qu'on a fait là-dessus, ça a augmenté d'une édition à l'autre. Ma question, elle était sur est-ce que tu vois aussi augmenter une névrose chez les DSI qui ont de plus en plus de... Tu vois, tu parlais effectivement tout à l'heure, Marie, de compromis entre les deux. En fait, les DSI se retrouvent avec un nombre de sujets à gérer qui est colossal. On a fait une des tables rondes d'ouverture de l'édition 2023. C'était le DSI au bord de la crise. Enfin, c'est très emblématique. On choisit nos titres. Nos titres sont les récents. C'était le DSI au bord de la crise. Et là, celle qui était la correspondante, la table ronde correspondante une année après, donc il y a cette dernière édition, était bon, ok, d'accord. Est-ce qu'il est toujours au bord ou pas? Et en fait, du coup, on allait sur toute l'autre partie dire, ok, il a réussi à pas sauter. Certes, mais voilà. Mais entre-temps, se sont rajoutées toutes les parties challenge financier. Donc c'est un jongleur. Le DSI, c'est un jongleur. On a organisé 2 sessions de coaching, figurez-vous, exprès, à porte fermée, où un coach et un coaché qui avait expérimenté cette programmation un DSI coaché qui avait expérimenté ce coaching, ont échangé avec les participants sur des pratiques, des méthodes, vraiment d'accompagnement pour s'en sortir de là. Des priorisations, c'était vraiment tout sauf que technique. Il ne s'agissait pas du tout d'un coaching technique. Là, on était vraiment sur le côté comment prioriser, sur quel sujet aller, comment laisser tomber certains sujets, vraiment. Et ça a été les sessions les plus appréciées. Ouais. Et cette année, il y a un nouveau sujet aussi qui est arrivé, parce que vous avez fait l'introduction, le meeting, le kick-off a été fait par Aurélie Jean. Ouais. L'IA. Femme impressionnante que j'adorerais recevoir sur ce podcast. Oui. Elle est impressionnante. Elle est effectivement impressionnante. Et donc, effectivement, elle est venue parler d'IA, parce que c'est son sujet. Et ça, c'est encore une nouvelle techno que maintenant, toutes les directions nous demandent d'intégrer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le DSI doit avoir cette capacité à pouvoir accueillir les nouveaux outils de manière positive. Youpi! Youpi! Parce que c'est les outils qui promettent... La promesse, c'est du gain de productivité. Donc, forcément, ton ROI d'entreprise, il augmente. Youpi! Youpi! Sauf qu'il se retrouve embarqué dans des logiciels qu'ils ne maîtrisent pas et qui, côté porteurs du projet, ils savent pas le risque que ces logiciels apportent, et donc le DSI il subit la vague et que faire? Non, il peut pas juste subir, il peut pas non plus laisser faire, parce que c'est faire prendre un risque énorme à l'entreprise. Et Aurélie Jean, dans son ouverture, elle n'est pas rentrée, bien évidemment, sur cette partie, sa spécialité, bien évidemment, c'est pas la cybersécurité. Elle y a, certes. Elle nous a offert un vrai moment de prise de hauteur sur, OK, où est-ce qu'on va? Parce que c'était, avouons-le, c'était vertigineux. L'arrivée des ChatGPT a été vertigineuse. On l'a vu à l'édition juste avant des Assises 2023, parce que c'était vraiment l'arrivée. Toute notre programmation a été chamboulée par la complexité de l'IA. Et elle a voulu revenir sur les fondamentaux. Écoutez, on va démystifier, voilà, qu'est-ce qui va pouvoir se passer ou pas, parce que à un moment donné avec ChatGPT, on s'est dit mais en fait tout va être possible. Et ce que le participant et que j'ai énormément apprécié, c'est sa capacité factuelle à faire revenir sur cette partie-là, ça ne sera jamais possible. Cette partie-là, par contre, elle va galoper, et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir la maîtriser et ne pas la subir. Et puis, dans cette côté très névrosé aussi du DSI, on nous demande d'embrasser l'IA. Je me tourne du coup forcément vers toi, parce qu'il y a des sujets de numérique responsable assez forts autour de l'IA. Clairement. Et donc, il y a même des sujets de cybersécurité sur la diffusion d'informations. Enfin, il faut embrasser ces sujets-là, et en même temps, il y a une vraie responsabilité. Et puis, c'est presque contraire à d'autres objectifs qui nous ont été posés avant. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, Marie, de creuser ces sujets de... Oui, on en parle. On en parle. C'est vraiment au cœur des réflexions en ce moment, parce que c'est vrai que l'IA...
faire tourner une IA, c'est juste une bombe écologique. C'est impressionnant ce qu'on peut voir en termes d'impact. Alors aujourd'hui, on ne quantifie pas tous les impacts des IA, mais on peut constater que depuis que l'IA arrive, l'empreinte carbone des éditeurs a augmenté. Enfin, c'est des informations qui sont publiques. Et on voit cet impact colossal en termes de CO2. Mais c'est de la donnée qui est c'est de la donnée, oui. Démultipliée. Exactement. Donc il faut, pour le côté cyber, ça veut dire de la donnée démultipliée à protéger, oui. Et en plus qui consomme. Oui, tout à fait. Donc là, pour le coup, on peut dire 2 plus 2. Voilà. Et là, on est sur la même lignée de recommandations, c'est de réduire la taille, de la surface, justement, d'attaque des données, et ça permet aussi de réduire, d'être beaucoup plus raisonnable en termes de stockage. Parce ce qui coûte le plus cher dans l'IA, c'est tous les algorithmes d'apprentissage, etc., qu'on fait tourner sur des machines qui ont besoin des ressources en électricité énormes, et ça tourne H24. Tout le temps, on sollicite ces serveurs-là, et on a de plus en plus de personnes qui sont sur l'IA. Du coup, on met en place de plus en plus de serveurs, et ainsi de suite. Et c'est un vrai sujet de risque à la fois écologique, mais aussi éthique. Et donc là, où l'éthique, c'est un point d'intersection entre la cybersécurité et le numérique responsable. Parce que quand on produit une donnée, on ne sait pas quel est son niveau d'exactitude. Il y a beaucoup de deepfakes, on les voit. Est-ce qu'on fait confiance ou pas? Et après, le numérique a ce rôle plutôt c'est un système d'information, donc il a pour vocation à la base de partager une information, pas une fausse information. Et donc cette IA peut générer des choses très bien, il n'y a pas de débat, elle aide beaucoup les métiers dans plein de sujets, mais elle peut aussi générer des choses horribles, que ce soit sur le niveau social ou environnemental, et du coup pour la cybersécurité aussi, c'est une vraie porte de danger. Et une responsabilité, encore une fois, portée par le DSI, du coup. Oui. Et pour revenir au réglementaire dans tout ça, l'IA Act est une intention, justement, pour accompagner. J'avais été au congrès du CESIN, au dernier congrès en décembre, où le grand thème, c'était 6 ateliers sur l'IA, l'IA dans toutes ses facettes. Et en fait, il y a un vrai souci de responsabilité qui doit être défini en Europe, du moins c'est ce qui va se passer avec l'IA Act, et qui est important parce qu'il y a eu carrément, on a été dépassés, les gens ont été dépassés, les professionnels ont été dépassés. Donc, sans parler de nos parents et tout le reste, bien évidemment. Donc l'IA est un peu le troisième enfant de cette fratrie qui vient faire tout voler en éclats, tout casser, et qui a un peu tous les droits en ce moment. On peut pas dire ça. On peut pas, parce que l'IA permet des merveilles, notamment en médecine. Enfin, on ne peut pas. C'est complexe de répondre à cette question, parce que c'est qu'en fait, c'est qu'il faut ne pas prendre le sujet avec facilité. Ça ne peut pas être tout blanc ou tout noir. Toutes les promesses derrière ont des complexités, et donc il faut cette capacité de prendre point par point après l'autre, moi je dirais. C'est ça. Et malheureusement, souvent le gain, on y va direct et on ne pense pas à l'autre partie. Donc c'est cette complexité qui est difficile. Est-ce que... pour le trait humoristique, est-ce que ça veut dire que, avec toutes ces casquettes qui s'ajoutent sur le métier de DSI, est-ce que pour l'édition 2026 de Ready for It, il y aura Xanax qui sera présent pour un stand pour essayer que tout le monde puisse un peu reprendre un peu puisse se calmer un peu? Alors, tu es peut-être en train de me suggérer un nouveau modèle d'événement one-to-one. D'ailleurs, je vais le proposer. Dans mon business plan de la semaine prochaine, je vais le proposer au PDG et au DAF. Après, est-ce que, tu vois, de manière un peu plus peut-être pragmatique, quand on va à Ready for It, aujourd'hui, on ne trouve pas on va dire, comment est-ce que je peux prendre comme exemple? On n'a pas un stand Microsoft Office, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, la suite bureautique, la gestion d'un environnement bureautique, en fait, c'est relativement acquis. Le marché est hyper mature et hyper stable.
Et pourtant, toute la partie IA, justement, il y a tellement de choses qui sont apportées par Microsoft qu'ils pourraient avoir, comme le moment. Mais en fait, mon propos, c'était, est-ce que tu penses à un moment que la cybersécurité, ou peut-être l'IA, ou peut-être l'éco-conception, sont des sujets qui vont disparaître de Ready for It au profit d'autres, parce qu'en fait, ce sera tellement acquis, tellement... Vu la complexité des sujets cybersécurité, le panorama, le contexte géopolitique et tout ça, je n'y crois pas. Mais en tout cas, ça sera le copil de 2025, 2026, 2027 qui le dira, pas moi, parce qu'en fait, nous, on va juste écouter ce dont nos invités ont besoin. C'est vraiment notre but. Personnellement, je pense que malheureusement, ça sera un sujet toujours au rendez-vous parce qu'on a parlé de course, justement. On a dit qu'on voit pas de fin de course. Il y a un système économique mis en place au sein de la communauté des attaquants. Ce système économique, il se professionnalise de plus en plus. Il est loin de mourir. Alors, tu sais mieux que moi, les marchés, quand c'est en croissance, ça perdure un moment. Après, je laisserai les experts en cybersécurité répondre sur la longévité du marché, mais ça m'étonnerait. En tout cas, j'ai jamais, en 5 ans que je travaille sur Ready for It et sur l'exercice, au contraire, l'alerte, ça a plutôt été celle de... Mais ça finit jamais de se complexifier. Il y a toujours plus, mais ça s'arrête. C'est pas possible, cette progression. Où on va on va qu'on a des services SAV chez les attaquants. Voilà. Je suis d'accord. Moi, je le vois exactement comme a dit Marie, c'est un sport d'endurance. Je pense pas que ça va... Parce que ça donne un cadre. Je pense que l'IA, c'est plus une technologie qu'un cadre, là où le... numérique responsable, la cybersécurité, on a un cadre avec des règles. Et donc, quelle que soit la technologie qui arrive, on applique ce cadre. Et comme on voit que les technologies se renouvellent, il y avait le big data, il y avait les business intelligence, il y avait maintenant l'IA. Et donc, en fait, on garde ce cadre-là qui est le filtre, que je peux appeler ça le filtre cybersécurité, le filtre numérique responsable, qui sont là, qui évoluent, évidemment, mais on en a toujours besoin. Parce qu'à chaque nouvelle technologie, on a besoin qu'elle rentre dans ce cadre-là pour qu'elle respecte nos exigences, pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi de cette technologie. Donc, je ne pense pas que l'IA, c'est un effet de mode, mais ça reste une technologie et peut-être que ça va s'essouffler à un moment. Oui, on ne sait pas. Je suis d'accord avec toi, parce que... Pour écouter, des rétracteurs disent oui, ça va être le nouveau Meta, ça va être le nouveau Second Life. Rappelez-vous, qui se rappelle de Second Life en 2006 Voilà, comme ça, je révèle mes vieillesses. Non, voilà, on en a eu, on en a eu. Oui. En techno, on en a eu des faux. Là, non. Oui. Là, non. Là, il faut arrêter. La technologie est là, la transformation est là. C'est pas du fake. Le deepfake n'est pas fake. C'est intéressant, effectivement, cette vision que tu apportes, Marie, de dire que c'est juste une techno, contrairement à un cadre. J'ai vu passer, effectivement, il y a quelques temps, quelqu'un qui disait que l'IA, c'est une feature, c'est pas un produit. Il ne faut pas le vendre en tant que tel, c'est juste un truc de plus. Et c'est vrai que la cybersécurité utilise beaucoup l'IA. Peut-être qu'un jour, le numérique responsable utilisera l'IA. Il y a des cas de l'IA for green, par exemple, quand on sait que, par exemple, dans le secteur d'énergie, la principale problématique, c'est le stockage de l'énergie. L'énergie ne se stocke pas. Et du coup, produire de l'énergie en fonction des données météo, c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui grâce à l'IA. C'est-à-dire, en s'appuyant sur des prédictions météo, on va alimenter des éoliens ou tout outil pour dire on va produire juste ce qu'il faut et donc il n'y aura pas de gaspillage. Il y a pas mal de cas comme ça où l'IA peut être... Et quand on fait la balance, il y a un équilibre qui est fait. On trouve que c'est rentable d'un point de vue écologique. C'est exactement comme en cybersécurité. L'IA qui arrive et qui est qu'on n'a pas sécurisé, c'est une menace pour le RSSI. Mais de l'autre côté, l'IA utilisée pour
par les offreurs de solutions pour maximiser les réponses accidents et tout le test et tout ça, le travail des pentesters, enfin toute cette partie-là, forcément c'est un gain. Donc on revient effectivement à cette idée, c'est que c'est juste un outil qu'il faut savoir utiliser dans un cadre, du coup, correctement. Je prends. Pour terminer, un des bilans de Ready for It, c'est effectivement ce travail ensemble. Est-ce que ça ressemble à quoi ce travail ensemble en fait? C'est juste de la communication, de l'échange d'informations entre acteurs? Alors, il y a toute une programmation de contenu qu'on a fait avec Marie et tous les autres membres du comité éditorial, bien évidemment, pour discuter, échanger, partage. Le ensemble est aussi quelque chose de très concret dans un format comme Ready for It, qui est celui... En fait, on organise, nous ne sommes pas un salon, nous avons organisé 2000 rendez-vous. Et donc, c'est ça, le ensemble, c'est vraiment s'asseoir dans une table, offreur, rencontrer des nouveaux offreurs pour un DSI, mais il y a aussi des moments où ils s'assoient aussi entre pairs, justement, parce qu'il y a aussi de la découverte. Il y a beaucoup de jeunesse aussi dans les profils de Ready for It, justement parce que c'est une... Au sein des DSI, ils sont plus jeunes, donc il y a encore plus ce besoin de connaissances, comme je le disais au début, de sortir de l'isolement. Et ne serait-ce que la moitié du job est déjà fait si, quand on échange, quand on partage, on a déjà une partie des solutions là, ne serait-ce qu'en partageant, parce que ça vide, de un, et de deux, on prend le régo des autres, de la communauté. C'est la force de la communauté. C'est vraiment ça ce qu'il faut retenir comme enseignement. Très bien. Top. Merci beaucoup à vous deux pour cette discussion et ce bilan sur Ready for It. On a hâte d'être à l'année prochaine pour la prochaine j'ai hâte aussi. Prochaine occurrence. J'ai hâte aussi. Pour terminer, j'aurais une dernière question. Une des questions rituelles du podcast. Est-ce que vous auriez un contenu que vous souhaiteriez partager auprès de tous nos auditeurs? Marie. Je commence. Oui, alors j'y ai pensé tout à l'heure. C'est une série que j'ai découvert grâce à une collègue qui s'appelle Parlement et qui explique en fait les coulisses de ce qui se passe dans les locaux du Parlement européen. Ça se déroule à Bruxelles et je la trouve vraiment chouette. Moi qui ne comprends pas grand-chose dans la politique, je trouve que elle est intéressante. C'est une série française, du coup oui. En plus. Oui. Elle est rigolote un petit peu, donc il y a un petit fond d'humour. Très bien. Bon, on mettra le lien, bien évidemment, en description. Et Maria, est-ce que tu aurais... Alors, en clôture de Ready for It, j'ai eu la chance, mais vous aussi, et l'ensemble des participants aussi, j'ai eu la chance d'écouter, de voir Zaya Zouani, la chef d'orchestre, très, très connue. Je me souviens, parce que je prononce un petit peu mal son nom de famille, j'ai toujours un problème avec les Z. Zaya, elle a présenté pendant 30 minutes son parcours. Elle nous a raconté qu'en 25 ans de carrière, elle a monté une chef d'orchestre à elle-même. Elle dirige 250 personnes. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en 20 ans, quand elle a trouvé sa voie et qu'elle a dit « je veux être chef d'orchestre », on lui a dit « ah non, toi t'es une femme, ça n'existe pas. Et en plus, t'habites où? Non. Ah bon, tes origines? Non. Et Zaya, elle est pas restée 25 ans après dans la rancœur, dans le regret, elle s'est mise à travailler. Elle a composé elle-même son orchestre. 25 ans après, elle a un sourire comme ça. Elle est ouverte, elle est apaisée et elle a une assertivité qui m'a transmis, qui est vraiment quelque chose d'engageant. Et j'ai été admirative par sa capacité vraiment à garder le sourire et ne jamais rester sur le côté hargne, qui pourrait être la réponse naturelle. Donc j'ai été profondément, personnellement touchée par cette conférence. Donc le contenu que je souhaite proposer au-delà d'écouter la conférence, qui est encore disponible sur le site de Ready for It, il y a mais plus sérieusement, il y a un film qui lui a été consacré, Divertimento. Divertimento, c'est le titre de l'orchestre, qui est une très 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 grande orchestre, c'est-à-dire très 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 haut niveau. D'ailleurs, demain,
j'irai la voir à Bondy parce que elle fait, dans son travail, elle a aussi mené toute une mission de vulgarisation de la musique dans les banlieues défavorisées. Elle a fait des liaisons avec les écoles parisiennes. Donc, elle s'est pas dite, zut, j'y arriverai pas. Elle s'est dite, non, si les autres ne me permettent pas de le faire, moi, je veux le faire toute seule. Je vais trouver les gens qui croient, qui ont les mêmes valeurs que moi pour le faire, parce qu'elle a embarqué les gens. Elle s'est pas laissée faire. Et surtout, elle n'a pas gardé de la hargne ou de la haine. Elle est allée. Et c'est comme ça, in fine, qu'elle a transformé. Voilà. C'est génial. C'est génial. C'est une très belle histoire. Et on mettra tout ça en lien. Et je fais la promotion de Ready for It dans l'histoire. Vous voyez pas mal. On sent le métier. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup Maria. Merci Bruno. Merci Bruno. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de participer au prochain Ready for It si vous n'avez pas eu la chance d'y être cette année. C'était en tout cas un super moment d'échange, hyper riche et hyper instructif. Et il y a plein d'épisodes du coup qui sont liés à tout cet événement sur le podcast que je vous invite à aller retrouver. Je vous souhaite et comme toujours surtout, moi je vous remercie de partager ce podcast autour de vous, qui est aussi le moyen que le podcast prenne de l'ampleur et qu'on puisse recevoir des tas de gens absolument passionnants et peut-être bientôt Aurélie Jean. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.